있죠. Le Président, veuillez vous asseoir. L'audience a repris. Je vois le Conseil pour la Défense. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Conseil pour la Défense. Bon après-midi à tous. Pardonnez-moi d'interrompre la procédure, mais j'avais une intervention à faire ce matin en ce qui concerne l'interprétation du Khmer vers l'anglais. Et c'est une erreur qui porte sur la substance. Le témoin a déclaré que l'ennemi principal était l'ennemi interne ou de l'intérieur et qu'il fallait éliminer ses ennemis. Or, en traduction anglaise, suivant l'interprétation, cela a été rendu par élimination de quiconque avait en son fort intérieur une substance ennemie. Le témoin a nommé que chacun devait éliminer son ennemi interne à l'intérieur de soi-même. Donc j'aurais aimé attirer l'attention de la Cour sur cette divergence entre les deux versions. Je vous remercie. Le Président, je vous remercie. Maître, étant donné que le français et l'anglais sont les canaux d'interprétation pour le Khmer, nous avons tous compris ce matin que l'ennemi auquel il était fait référence par le témoin concernait l'ennemi interne à l'individu. Et donc, le procès verbal, une fois révisé, permettra de faire toute la lumière sur cette divergence. Nous redonnons maintenant la parole à l'accusation pour poursuivre l'interrogatoire du témoin. Merci, bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames. Plutôt, avant la pause de ce midi, nous parlions des séances d'introspection, de critique et d'autocritique. Et vous aviez fait état du fait que vous étiez souvent critiqué pour différentes raisons, dont votre éducation ainsi que votre mariage avec une étrangère. Est-ce que des critiques répétées à l'encontre d'un membre du parti pouvaient-elles donner lieu, en fin de compte, à certaines sanctions ou bien à des enquêtes ou à une surveillance particulière? Est-ce que c'est arrivé? Non. La question de la critique ne portait pas sur des actes illicites par rapport à la ligne du parti ou à la politique du moment. Monsieur le Président, je voudrais montrer au témoin un autre document qu'il a lui-même remis au juge d'instruction. En fait, c'est un brouillon de son livre intitulé « Itinéraire d'un intellectuel Khmer rouge ». Il porte la référence E3/40 et IS
9. Et le passage qui nous intéresse et que je souhaiterais voir apparaître à l'écran se trouve à la page en khmer 005 8 3 6 2 8. En français 3 x 0 7 9 0 2 5 à 2 6 et en anglais 00 81 30 97. Alors, j'ai une question aussi à poser aux témoins, c'est-à-dire que pour ce document, nous avons une version française de sa main et nous avons une traduction en khmer qui a été faite par les services du tribunal. Je ne sais pas quelle version ils souhaitent recevoir. Le président, si vous avez les deux exemplaires, peut-être pourriez-vous remettre la version française aux témoins. Monsieur l'huissier de séance, veuillez s'il vous plaît remettre le document de l'accusation afin que le témoin puisse l'examiner. Et peut-être pour être complet, monsieur le témoin, il ne s'agit pas de la version finale du manuscrit que vous avez remis au juge d'instruction, mais d'une version qui, je crois, est légèrement antérieure, parce qu'au dossier ne figure pas l'entièreté de votre manuscrit, mais seulement certains extraits. Donc peut-être pourriez-vous nous dire s'il s'agit bien d'une version de ce manuscrit qui s'intitule Itinéraire d'un intellectuel khmer rouge dans sa version définitive. Le document que j'ai en main est mon brouillon comme indiqué. Je l'ai rédigé en 2003. À ce moment-là, j'étais candidat en doctorat et j'ai dû rédiger 40 pages en vue de compléter ma thèse. Merci, monsieur le témoin. Donc je voudrais vous demander de vous reporter à la page en français, la page 40 et 41, donc qui porte les numéros 000 79 025 jusqu'à 026. Mais votre numérotation à vous, c'est 40 et 41, au-dessus de la page. Alors, vous parlez à ce moment-là des réunions d'introspection et du fait que vous êtes critiqué sur différents points. Et à la suite de cela, tout à la fin de la page 40, commence l'extrait que je vais vous lire. Et vous dites ceci, je cite, « Nous vivions dans la crainte de mal faire. Une négligence, une étourderie dans l'accomplissement de sa tâche pouvait coûter cher à son auteur, puisqu'elle risquait à tout moment d'être interprétée et prise comme un acte de sabotage et de trahison. Vivre dans une telle atmosphère était pour le moins intenable. J'avais eu l'impression que mon éducation occidentale et mon mariage avec une étrangère constituèrent un handicap infranchissable. » Le président, Conseil international pour Khieu Samphan, veuillez prendre la parole.
Mesdames et messieurs de la Chambre, je suis désolée d'interrompre Monsieur le procureur, mais j'ai une objection si nous sommes d'accord que le document qui est utilisé est le document sur lequel la Chambre a rendu il y a peu une décision dans laquelle elle indiquait les passages précis qui pouvaient être utilisés par Monsieur le procureur de ce document dans le cadre de l'interrogatoire de Monsieur Song Si-kun. Et il ne me semble pas que les pages telles que lues par Monsieur le procureur font partie des documents, enfin des parties qui étaient autorisées par la Chambre à être évoquées ici aujourd'hui. Donc je voulais simplement faire cette objection à ce stade pour être sûr qu'il n'y ait pas de difficulté. Monsieur le Président, si je peux répondre. Oui, je voudrais répondre à cette objection qui, en fait, je crois, confond deux documents. Ce document était déjà au dossier depuis longtemps. Il a même été reconnu comme tel par la Chambre. Il a été admis sous la cote E3/40. La requête E216 portait sur le versement au dossier de l'intégralité de la dernière version du manuscrit de Monsieur le témoin, qui était intellectuel d'un Khmer rouge, itinéraire d'un intellectuel Khmer rouge. Et c'est là-dessus, sur cette version intégrale qui fait 300 pages, que porte la décision de la Chambre. Donc, le document que j'ai remis est un document qui est déjà au dossier, qui est reconnu et qui ne fait pas l'objet d'autres débats. Je vous remercie. Le Président. Donc, l'objection n'est pas retenue, l'accusation peut continuer. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai lu cet extrait de votre manuscrit, Monsieur le témoin. Est-ce que ces séances de critique et d'autocritique, alors, est-ce qu'elles n'entretenaient pas un climat de paranoïa et une peur de la dénonciation des autres membres, des autres participants à ces réunions? Non. Comme la plupart des participants étaient dans la même situation, nous avions tous suivi une éducation en Occident et nous avions, pour nombre d'entre nous, des épouses étrangères. En outre, nous remplissions nos tâches sous la direction de M. Ieng Sary, qui avait également étudié en France. Ce qui fait qu'il n'était pas aussi strict que cela, dans ce sens-là, parce qu'il nous connaissait tous fort bien. J'en viens maintenant à un autre chapitre. Que saviez-vous du comité permanent, du comité central du parti entre 1975 et 1979 ? C'est simplement que Ieng Sary était membre du comité permanent au centre. Je n'étais pas au courant du reste. Cependant, nous pouvons tous conclure que Pol Pot et Nuon Chea étaient également dans ce comité, mais en ce qui concerne les autres personnes, je n'avais pas de certitude. Comment saviez-vous que Ieng Sary, Pol Pot et Nuon Chea en faisaient partie ?
Je le savais fort clairement. Le président. Conseil international de Nchea, veuillez continuer, veuillez intervenir. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais exprimer l'objection car il y a erreur sur l'intervention du témoin. Il prétend qu'il savait que Ieng Sary était membre du comité permanent. Or, il a dit qu'il avait conclu que ces 3 personnes étaient membres du comité permanent. Il n'a pas indiqué qu'il en avait la connaissance. Peut-être est-ce que l'accusation pourra dès lors reformuler sa question à cet égard. Comment avez-vous eu connaissance alors des personnes qui faisaient partie du comité permanent? Est-ce que c'était une source directe ou une source indirecte? Disons que je le savais directement par lui. Ieng Sary était mon supérieur direct et il était membre permanent du comité permanent. Et au sein de cette hiérarchie, il était aux ordres de Pol Pot et de Nunchea, et c'est à partir de là que j'ai tiré la conclusion que les 2 personnes que je viens de mentionner étaient également membres permanents du comité permanent. Est-ce qu'à votre connaissance, ou bien par ouï dire, est-ce que d'autres personnes faisaient partie de ce comité permanent? Monsieur le procureur, permettez-moi de vous dire qu'en tant que membre du parti, nous ne savions que ce que le parti nous disait. Personne n'était en mesure de me dire telle personne ou tel individu est membre du comité permanent. Dans le cas de Ieng Sary, je le savais clairement. Car dans le mouvement révolutionnaire et parmi les intellectuels issus de France, à part Watsamut et Kane Van Sack, il était le révolutionnaire chevronné. Est-ce que vous avez entendu ou quelqu'un vous a-t-il parlé, je pense à Ieng Sary, du rôle du comité permanent au sein de l'organisation du Parti communiste du Kampuchea? Non, je ne sais pas. Je savais simplement qu'il avait la charge des affaires étrangères pour le centre. Et en ce qui concerne les intellectuels issus de France, qui étaient anciens membres du cercle marxiste-léniniste, il avait également la responsabilité de ce groupe, moi y compris, faisant partie de ce groupe. Il était chargé de nous, les intellectuels, et ce pour le centre, c'est-à-dire Pol Pot. Et donc Pol Pot prenait également les décisions en ce qui concerne les nominations, nos nominations pour aller travailler ici ou là. Ieng Sary était la personne
qui avait la responsabilité directe de nous-mêmes en matière d'accomplissement des tâches qui nous étaient assignées. En ce qui me concernait personnellement et les autres intellectuels de France, ceci valait pour toutes nos activités. Lorsque vous parlez de prise de décision par Pol Pot, est-ce que vous vous référez à des décisions qu'il prenait seul ou conformément au statut qu'il prenait de manière collective? Oui, d'après ce que je sais, ce n'est pas difficile à dire, car les intellectuels issus de France étaient les communistes qu'ils connaissaient individuellement. Et je crois que lorsqu'ils prenaient une décision, ils n'avaient pas besoin de demander à qui que ce soit. Ils pouvaient prendre les décisions tout seuls. Pardon, je vais reformuler, monsieur le témoin. Je parlais de Pol Pot, quand vous avez parlé du fait que Pol Pot prenait des décisions. Est-ce que c'était des décisions qu'il prenait seul ou, comme le dit l'article 6 des statuts du PCK, prenait-il des décisions collectives? Le président. Veuillez attendre, monsieur le témoin. Maître Carnavas, vous avez la parole. Tout le monde, bonjour à tous et à toutes dans le prétoire. Si l'accusation désire poser des questions concernant ce que le collectif aurait pu faire, peut-être pourrait-il d'abord demander au témoin s'il était au courant de réunions collectives et s'il y avait participé. Sinon, il demande au témoin, en fait, de spéculer sur les activités de Pol Pot. Je vous remercie. Monsieur le Président, c'est monsieur le témoin qui a parlé de décisions prises par monsieur Pol Pot. Je voudrais savoir dans quel cadre ces décisions ont été prises et comment il sait que ces décisions ont été prises. D'où ma question. Président, l'objection est sans fondement et donc rejetée. Monsieur le témoin, veuillez répondre à la dernière question qui vous a été posée par le procureur. Réponse du témoin. Je n'ai pas de connaissances claires à ce sujet, mais la manière dont je vivais sur place, j'avais quelques idées sur la manière dont il prenait des décisions. Dans certains cas, il prenait des décisions à titre discrétionnaire, notamment en ce qui concerne les intellectuels communistes qui revenaient de France, et on savait ça parce qu'il les connaissait individuellement, très très clairement. Il connaissait leur position politique, et lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions à leur égard, ces décisions étaient prises par lui et par lui seul. Mais si vous voulez me demander le détail des décisions qu'il aurait pu prendre par rapport à d'autres individus hors ce groupe, je ne suis pas en mesure de faire de commentaires ou de répondre à la question. Pour clarifier, monsieur le témoin, parce que pour moi, je n'ai pas tout à fait compris, vous parliez bien de Pol Pot dans votre réponse. C'est bien cela ? Oui, j'ai fait allusion à Pol Pot et son processus de prise de décision par rapport aux intellectuels issus de France. Merci. Vous qui travaillez à B1, est-ce que, en dehors
des voyages de Ieng Sary à l'étranger, est-ce que Ieng Sary s'absentait régulièrement de B1 pour se réunir avec d'autres dirigeants du parti? Le témoin, oui, parce qu'il avait la charge des affaires étrangères. Il ne restait pas à l'intérieur du pays, contrairement à d'autres cadres ou dirigeants. Oui, et donc je parlais des réunions avec d'autres dirigeants du PCK. Avait-il de nombreuses réunions avec ces dirigeants et à quels endroits si c'était le cas? Monsieur le Président, j'aimerais que le procureur précise le terme dirigeant. Est-ce qu'il fait référence aux dirigeants du PCK au sein de B1 ou dirigeants du PCK pour le pays entier? Non, je parlais du pays entier, notamment les membres du comité permanent que vous avez cités tout à l'heure. Ah, je ne suis pas au courant de cela. À côté du comité permanent, est-ce qu'il y avait un comité de sécurité au niveau du centre toujours? Témoin. Je ne connais pas du tout la manière dont le centre était organisé. Je ne sais pas s'il y avait un comité de sécurité. Monsieur le Président, je voudrais montrer aux témoins deux documents. Le premier est sa deuxième déposition devant les juges d'instruction qui porte la référence D91/26. Il n'a pas de référence E3 encore. Et là, il s'agit en français de la page 5, en khmer de la page 00204153 et en anglais 00223642. Ça, c'est pour le premier document que je voudrais bien faire afficher également à l'écran. Le Président, oui, je vous en prie, Monsieur l'huissier d'audience, veuillez remettre le document au témoin afin qu'il puisse l'examiner. Alors, voilà la citation. Donc, à ma connaissance, le comité de sécurité du parti était composé de Pol Pot, Nuon Chea et Son Sen. Fin de citation. Et je voudrais, dans la foulée, montrer un deuxième document qui est un document que j'ai déjà remis aux témoins qui porte la référence E3/42 ou D167. Et la page qui m'intéresse en khmer, c'est le 0032 72 08. En anglais, 0032 72 18. Et en français, plus simplement, c'est la page 7.
คุณ Et si on pouvait projeter également cette deuxième réponse à l'écran, Monsieur le Président. Le Président, je vous en prie. Alors, voilà votre deuxième réponse, Monsieur le témoin. Vous avez dit, je cite, « Le comité de sécurité était composé de Pol Pot, Nuon Chea, Son Sen, puis après le départ de celui-ci sur le front Est, Von Veth, jusqu'à son arrestation. » Fin de citation. Alors, Monsieur le témoin, quelles étaient les fonctions du comité de sécurité? Je n'en sais rien. Pour ce qui est de la composition du comité, quand j'y étais, je n'en savais rien. Je ne l'ai appris que plus tard, en 1979. Qui vous a appris en 1979 quelle était la composition du comité de sécurité? Je ne m'en souviens pas, mais peut-être l'ai-je appris par la presse ou par des livres mentionnant la composition du comité. Mais si vous demandez de citer un livre ou un article, je ne m'en souviens pas. Est-ce que vous avez entendu parler, entre 1975 et 1979, du bureau 870? J'ai entendu parler du bureau 870. La communication se faisait par le biais de Pang, qui était responsable du bureau 870. Il y a une période, je ne me souviens plus bien laquelle, durant laquelle il m'a pris en moto depuis l'endroit où il était et le bureau de Pol Pot pour me conduire au ministère des Affaires étrangères. Je savais juste que Pang était responsable du bureau 870. Il était affecté à ce bureau et il en était responsable. Et où se trouvait ce bureau, où il était quand il vous a pris à moto plutôt? Est-ce que ce bureau avait un nom? En fait, ce n'était pas un bureau, c'était un endroit où étaient accueillis les invités. Je ne me souviens pas de l'endroit exact, c'était peut-être le bureau B2 ou le siège du gouvernement. Actuellement, ça correspond à ce qui était auparavant la maison du gouverneur français sur les quais. À l'époque, c'est là qu'il m'a pris avec lui pour me ramener au ministère. Et à quel endroit travaillait Pol Pot à l'époque, si vous le savez? Je n'en sais rien. Est-ce que dans le cadre de vos fonctions, et notamment je pense à l'interprétation
est-ce que vous vous êtes rendu dans certains bureaux ou certains lieux où se trouvaient des dirigeants tels que Pol Pot, Khieu Samphan, Nuon Chea? Et pouvez-vous décrire ces lieux? Je suis allé interpréter pour Pol Pot dans le bâtiment que j'ai mentionné, au bord de la rivière. C'était à l'époque du Sangkum Reastre Niyum. Ça s'appelait le palais gouvernemental et sous l'administration française, c'était connu comme étant la résidence du gouverneur français. Pol Pot travaillait dans ce bureau. J'ai interprété pour lui sur place lorsqu'il a accueilli une délégation de vietnamiennes au début de l'année 77. Voilà tout ce que je savais sur cet endroit. Pour ce qui est des autres bureaux où travaillait Pol Pot, je n'en sais rien. À part Pang, qui était également membre du bureau 870? Je n'en sais rien. Et je veux souligner qu'à l'époque, je n'en savais rien. Vous avez mentionné que Pang vous avait déposé au ministère des Affaires étrangères, à Moto. Est-ce qu'il lui arrivait régulièrement de venir au ministère des Affaires étrangères? Est-ce que vous l'avez vu en d'autres occasions? Non, je ne l'ai vu qu'une fois. Pourriez-vous nous dire, durant la période du Kampuchea démocratique, si vous rencontriez souvent M. Khieu Samphan et dans quel cadre? J'étais interprète de langue française au service des dirigeants. En tant que président du Présidium de l'État, il recevait les accréditations des diplomates étrangers qui étaient en poste au Cambodge sous la période du Kampuchea démocratique. Est-ce qu'il vous est arrivé, en dehors de ce cadre officiel d'interprétation en français, de discuter avec Khieu Samphan, seul à seul? Monsieur le Président, je n'ai pas bien compris cette question. Vous parlez d'une conversation avec Khieu Samphan. À qui faites-vous allusion? Est-ce que le procureur pourrait préciser? Vous parlez d'une conversation avec Khieu Samphan. À qui faites-vous allusion? Le président, veuillez répéter la question. Apparemment, le témoin ne l'a pas comprise. Oui, je voulais savoir si, en dehors du cadre strictement professionnel de l'interprétation que vous donniez lors des rencontres de Khieu Samphan avec d'autres diplomates, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des réunions avec lui, ou de vous retrouver seul avec lui et d'entamer la conversation?
Je parle bien de vous. ខ្ញុំមិនដែលមានពេលគាត់ Non, je ne me suis jamais entretenu avec lui en privé. Lorsque je le rencontrais, c'était uniquement dans le cadre de l'exercice de nos fonctions officielles. D'après mes souvenirs, c'est lui qui venait au ministère des Affaires étrangères. C'est là que je le rencontrais. À l'époque, il m'a donné instruction de rédiger 2 articles de presse à publier. Mais à l'époque, je n'ai pas rédigé ces articles et ces articles donc n'ont pas été repris par l'agence d'information. Est-ce que vous auriez aussi accompagné M. Khieu Samphan avec Ieng Sary et Ieng Thirith à Pékin lors d'une mission durant l'été 1975? ចាប់ពីឆ្នាំ1170 De 1975 à 1979, j'ai accompagné Khieu Samphan pour assister au sommet des non-alignés à Sri Lanka en 1976. C'est la seule fois que je l'ai accompagné à l'étranger. Cette fois-là, M. Ieng Sary était aussi membre de la délégation en tant que ministre des Affaires étrangères. Est-ce que vous avez rencontré, vous avez eu des contacts avec M. Nunchia durant la période du Kampuchea démocratique? À l'époque du Kampuchea démocratique, je l'ai rencontré personnellement une fois. C'était au téléphone et il m'a demandé d'établir un article sur la politique étrangère du Kampuchea démocratique. C'est la seule fois que j'ai été en contact avec lui. En réalité, ce n'était pas une rencontre en personne, mais une fois, je l'ai vu de loin. Et c'est Pol Pot, à ce moment-là, qui faisait l'exposé. Et je l'ai vu de loin. Et quand vous l'avez vu de loin et que c'était Pol Pot qui faisait l'exposé, s'agissait-il d'une session d'éducation politique et à quel endroit avait-elle lieu? Cette session politique a eu lieu à Borei Keila. Était-ce une session destinée aux seuls membres du parti? Oui, c'était uniquement à l'intention des cadres du parti, à partir du niveau de secrétaire de district ou de secteur. À part Pol Pot, qui a pris la parole lors de cette session d'éducation politique? Comme je l'ai indiqué, Pol Pot et Nunchea
étaient les orateurs lors de ces sessions d'éducation politique. Et pouvez-vous situer la période durant laquelle vous avez assisté à de telles sessions d'éducation politique? Si mes souvenirs sont bons, j'ai assisté à cette réunion en 1976, peut-être vers le mois de juin. Quels ont été les thèmes politiques ou idéologiques qui ont été abordés lors de ces sessions par Pol Pot et Nuon Chea? Je ne m'en souviens pas bien. Cela remonte à bien longtemps. Est-ce que l'on parlait de la situation politique en général du pays? Est-ce qu'on parlait de la situation vis-à-vis des ennemis lors de ces réunions, ou bien vous ne vous en souvenez plus? Il y a été question plus précisément de l'évolution de la situation, surtout pour la transition de la révolution démocratique à la révolution socialiste. Il a aussi été question de l'évolution de la situation internationale dans le cadre du mouvement de libération nationale, dans différentes régions du monde. Est-ce qu'en dehors de cette réunion, cette session d'éducation politique, est-ce que vous auriez également assisté, en tant que membre du parti, à de grandes assemblées annuelles au stade olympique, par exemple à l'occasion de l'anniversaire officiel du Parti communiste? D'après mes souvenirs, en 1978, j'ai assisté à un rassemblement de masse en vue de célébrer l'anniversaire de la création du parti. Cette activité a eu lieu au stade olympique. Et à cette occasion, qui étaient les orateurs au stade olympique? C'est Pol Pot qui a pris la parole. Est-ce que d'autres grands dirigeants du parti se trouvaient sur place? Par exemple, Nuon Chea, Ieng Sary, Khieu Samphan, Son Sen, Vornvet. À l'époque, les responsables haut placés du parti étaient présents, mais je ne me souviens pas exactement qui y était. Et vous souvenez-vous de la teneur du discours de Pol Pot à l'occasion de l'anniversaire du parti en 1978? J'imagine vers le 30 septembre. Je m'en souviens, parce qu'à l'époque, il y avait des tensions entre le Kampuchea démocratique et la République socialiste du Vietnam.
Les tensions ont atteint un paroxysme à cette époque. Je me souviens que Pol Pot a signalé qu'un combattant du Cambodge démocratique pouvait anéantir jusqu'à 8 combattants vietnamiens. Bref, même si nous parvenions à tuer tous les Vietnamiens, il resterait encore des Cambodgiens, au moins 2 millions de Cambodgiens. Cela m'a donné la chair de poule d'entendre cela. En tant que responsable de la propagande et de l'information au sein de B1, vous suiviez donc l'actualité du pays. Est-ce que vous pouvez nous dire si Nunchia se rendait souvent aux assemblées générales qui se tenaient dans les zones ? Je n'en sais rien. Cela dépasse le cadre de mes responsabilités. Vous avez parlé d'un coup de téléphone que vous aviez reçu de Nunchia à propos de la rédaction d'articles. Est-ce que cela avait un quelconque rapport avec la rédaction du livre noir sur la politique étrangère de la République socialiste du Vietnam à l'égard du Kampuchea démocratique? Le président, témoin, veuillez attendre. Nous allons entendre l'objection de la défense. La défense. Merci, Monsieur le Président. C'est trop tard, mais je voudrais qu'il soit donné acte de mon objection à cette façon de poser une question. L'accusation, dans sa question, formule la théorie qui est la sienne concernant la nature de ce coup de fil. Il faudrait plutôt demander au témoin s'il se souvient de l'objet du coup de fil et éventuellement, après cela, on pourra rafraîchir la mémoire du témoin quant à la teneur de cette conversation. À nouveau, c'est trop tard. Je ne sais pas comment on peut trouver une solution, mais dans une perspective d'avenir, Monsieur le Président, vous devriez ordonner à l'accusation de ne pas procéder de cette manière, consistant à poser des questions orientées, contenant déjà à l'avance les informations que l'on cherche à obtenir du témoin. Monsieur le Président, en réalité, il s'agit d'un aspect qui a déjà été couvert par le témoin dans une de ses auditions. Et donc, il ne me semble pas que ce soit une question vraiment orientée, puisqu'il lui-même qui en a déjà parlé dans son audition E3/42, D167. Donc, c'est un procès-verbal qu'il a maintenant sous les yeux et ça se trouve en khmer à la page 0032 72 06 à 07. En anglais 0032 72 17 et en français 0032 72 27. Donc je suggère, je ne sais pas si on peut maintenant écouter la réponse du témoin ou s'il faut que je lise l'extrait de ce procès-verbal, Monsieur le Président. Le Président. Allez-y, maître. La défense. Merci. Chacun a lu les déclarations antérieures de ce témoin. Là n'est pas le problème. La question est de savoir comment interroger ce témoin dans le prétoire. Nous estimons que pour que la déposition ait valeur probante, il faut poser des questions ouvertes. Poser des questions orientées constitue une violation de la
de l'instruction que vous avez donnée pour l'interrogatoire des témoins. Je ne me souviens pas que le témoin ait parlé d'un coup de téléphone. Je pense qu'il a dit avoir rencontré Nunchea. C'est un point important. Il faut donc poser aux témoins des questions ouvertes et non pas des questions orientées. Le président. L'objection, telle qu'elle a été motivée, n'est pas valable. Elle est donc rejetée. Le témoin doit répondre à la dernière question posée par le procureur. Le témoin. Ma conversation téléphonique avec M. Nunchea ne portait pas sur la rédaction du livre noir. Peut-être, Monsieur le Président, que je pourrais lire cet extrait de manière à poser d'autres questions sur cette question, puisqu'il me semblait que dans le procès-verbal, il y avait un certain lien qui était fait entre une réunion sur le livre noir et le coup de téléphone de M. Nunchea. Donc je voudrais lire le passage que j'ai déjà mentionné dans le procès-verbal E3/42, qui porte aussi la référence D167 que M. le témoin a déjà sous les yeux. Et s'il peut donc se référer au passage 00, à la page 0032 7206 à 07. En français, c'est la page 6. Et en anglais, 0032 7217. Et peut-on également le faire apparaître à l'écran, Monsieur le Président? Le Président, je vous en prie. Je vais citer ce que vous aviez dit. C'était une question qui portait sur, qui était formulée de la façon suivante. Avez-vous eu l'occasion d'être en contact avec Nunchea entre 1975 et 1979? Réponse, je n'ai jamais eu une relation directe avec lui. Je l'ai vu uniquement lors d'une réunion organisée en septembre 1977 pour la rédaction du livre noir sur la politique étrangère de la République socialiste du Vietnam à l'égard du Kampuchea démocratique. Il y avait là plusieurs représentants du ministère des Affaires étrangères, Chun Prasit, Kit Chun et moi. Nous avions été convoqués par Pol Pot et c'est surtout lui qui parlait. Nunchea était plutôt un observateur que participant actif. À la suite de cette réunion, je me souviens que Nunchea m'a téléphoné fin 1977 pour me demander d'écrire un article sur la politique étrangère du Kampuchea démocratique à l'intention du journal Kampuchea. Fin de citation. Je vais d'abord parler alors de cette rédaction du livre noir, Monsieur le témoin. Quels ont été les rôles respectifs de Nunchea et de Ieng Sary dans la rédaction du livre noir publié par
le ministère des Affaires étrangères. Le témoin. En fait, cela n'avait rien à voir avec la publication du livre noir par le ministère des Affaires étrangères, sauf pour dire, si j'ai bon souvenir, que Pol Pot a téléphoné à d'autres cadres du ministère des Affaires étrangères et j'ai clairement souvenir moi-même qu'Echon, Chunpraset et Nikon, qui était le directeur du protocole à ce moment-là. Et il y avait également Nyunchi et Ieng Sary étaient présents. Pol Pot a présenté le contenu. Et en fait, nous étions tout simplement, nous avons agi en tant que verbalistes, reprenant la conversation. C'est comme ça que ça s'est passé. Par exemple, si Kechon écrivait un discours, comme vous dites, en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passait. Nous prenions tous des notes et puis nous procédions au rassemblement. Il y a une rédaction de ce qui avait été dit, avec bien entendu les corrections d'usage en matière grammaticale, et puis on maintenait la substance qui lui serait soumise ensuite avant d'être publiée. Donc nous n'avions rien à ajouter à cela. Et lorsqu'il faisait une présentation concernant les causes de la situation par rapport au Vietnam, personnellement, je n'avais pas de familiarité avec ce thème. Et il a dit qu'en en vietnamien, c'est la 9e fille d'un roi. C'est comme ça que je réussis à m'en souvenir. Et Chunpraset et Kechon ont également discuté le fait de savoir si c'était correct ou non. Et d'après l'histoire du Vietnam du Sud, il semblait que ça n'était pas exact. Le Vietnam, en fait, fut réparti en 3 parties. Khosan Sin, c'est le Vietnam du Sud, Kampuchea, Krau, et puis il y avait une partie centrale du Vietnam et ce qu'on appelle le Vietnam. Cependant, après de longues discussions, nous avons décidé de conserver l'expression Khosan Sin et c'était mon service qui avait la responsabilité de la parution. Et Ieng Sary et Nunchea n'ont pas joué de rôle dans la rédaction de ce livre noir. C'est en fait Pol Pot qui était l'auteur de ce livre. Et j'ai souvenir que M. Sarencha, qui était ministre, était également présent. Il a vu le livre noir et m'a dit que ce livre noir n'était pas suffisamment détaillé. Je suis resté muet. Et voilà en gros ce qui s'est passé autour de la publication de ce livre. Si ce livre a été publié par le ministère des Affaires étrangères, est-ce que vous savez si M. Ieng Sary l'a lu avant sa publication? Le président, veuillez attendre, monsieur le témoin. Conseil pour la défense,
Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du Conseil pour la Défense. Je n'ai pas fait d'objection sur la question qui ne représentait pas l'exactitude des faits. Or, c'est à nouveau le cas. Je sais que nous sommes en présence de juges professionnels. Il prétend que cet ouvrage a été publié par le ministère des Affaires étrangères. C'est une affirmation qui émane de l'accusation et que l'on demande aux témoins de vérifier. En premier lieu, c'est tendancieux. On peut procéder par étapes. Monsieur le témoin a indiqué que Pol Pot a plus ou moins dicté le texte à lui-même et à d'autres, et c'est comme ça qu'est né le document. Et maintenant, il veut qu'il soit attribué au ministère des Affaires étrangères. Donc, je puis bien comprendre le fait que Monsieur le procureur désire que ce soit le ministère des Affaires étrangères qui porte la responsabilité de cela, mais ça, c'est quelque chose qui doit être une décision qui doit être prise au niveau du juge et pas par l'accusation. Monsieur le Président, je propose de demander aux témoins si c'est bien le ministère des Affaires étrangères qui a publié ce livre noir. Est-ce que donc ce livre noir porte le sigle ou simplement la mention ministère des Affaires étrangères en dessous sur la première page? Dans le cadre de la section propagande et information, j'ai assuré la publication de l'ouvrage qui a été traduit en français et en anglais également. Donc, je comprends, puisque c'est vous qui en avez assuré la publication, que c'était bien publié par le ministère. Est-ce que cela veut dire que Ieng Sary, lui-même, avant sa publication, l'a lu pour vérifier son contenu et sa conformité avec la conversation qui avait eu lieu avec Pol Pot? Non, il semble que ça n'ait pas été nécessaire, car M. Chun Prasad avait pu le transmettre à Pol Pot par le biais d'Ieng Sary, après que Kechon et Chun Prasad l'aient transformé pour en faire un livre. Alors il est possible que le livre a été envoyé directement à Pol Pot ou par l'intermédiaire de Ieng Sary. Comme je l'ai dit antérieurement, Pol Pot prenait parfois contact avec notre section directement, sans passer par Ieng Sary. Je vais vous donner un exemple, si vous le voulez bien. Monsieur Stéphane Courtois, qui était mon professeur, a déclaré qu'il était de pratique courante dans différents pays européens que si l'on était le président, qu'en fait on n'était pas vraiment au pouvoir, c'était le second qui avait l'autorité réelle. Et la situation était différente de celle qui prévalait en Europe et dans certains pays africains. La situation au Cambodge était distincte de la situation de différents pays européens ou de la France. Je ne vais pas entrer plus avant dans le détail, mais à certains moments, c'était le président lui-même qui n'était pas au courant de ce qui se passait. Et dans mon cas précis, moi j'étais le président du bureau d'information et de propagande. Et parfois, des bulletins d'information étaient publiés avec ma signature et je n'étais pas au courant de ce que celle-ci contenait. Le président, je vous remercie. Le moment est venu de prendre une pause. Nous allons donc lever la séance jusqu'à 15 heures. Monsieur l'huissier d'audience, veuillez
faire en sorte que le témoin et son avocat puissent sortir du prétoire pendant cette suspension et soient de retour avant 15 heures pour la reprise de nos débats.